Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une table ronde sur un sujet très essentiel, donc la lutte contre la fraude et la réglementation eIDAS dans l'assurance. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sophia Almouden, je suis nouvelle chargée d'innovation, assurance et finances durables et solidaires au sein du pôle Finance Innovation. Finance Innovation qui est un pôle de compétitivité mondiale qui fête cette année ses 18 ans, qui est composé de 7 filières, donc à savoir la filière assurance, banque, blockchain et finances décentralisées, finances durables et solidaires, gestion d'actifs, gestion et finances d'entreprise et immobilier. Donc j'ai eu le plaisir de rejoindre le pôle il y a maintenant 2 mois. Et la table ronde pour laquelle on est réunis aujourd'hui est à l'initiative de tous les événements que l'on monte avec Finance Innovation. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous faire rencontrer et discuter autour de cette thématique très importante, mais on fait d'autres animations. En l'occurrence, en ce moment, pour l'assurance, on a un groupe de travail sur la transition climatique qui est en cours. La semaine prochaine, dans les mêmes locaux, dans ces mêmes lieux, on aura le plaisir d'accueillir une rencontre finnovante avec ma collègue Anne de la filière banque, donc sur l'IA agentique. Pour le début de l'année 2026, j'aurai le plaisir de réunir l'ensemble de l'écosystème assurantiel autour d'un événement qui sera l'Insurnight. Donc l'occasion pour l'ensemble de l'écosystème assurantiel de Finance Innovation de se rencontrer autour de conférences, d'annonces officielles et d'un cocktail networking. Et l'année 2026, je peux déjà vous l'annoncer, se terminera sur notre événement majeur de la filière assurance qui sera l'Insurde. Donc dans le pôle, il y a un autre événement majeur qui a lieu dans 2 semaines, qui est le DAFD. Toutes les informations sur le site de Finance Innovation. Je laisse maintenant la parole à Myriam pour animer cette table ronde et présenter l'ensemble du panel. Merci à tous. Un petit test, ça fonctionne. Génial. Merci Sophia. Donc, comme Sophia l'a introduit, on va parler d'un sujet d'actualité pour le secteur de l'assurance, mais pas que. En réalité, c'est la lutte contre la fraude et le rôle de la réglementation eIDAS 2. Donc, sur fond de digitalisation accélérée des parcours, les acteurs du marché font face à une multiplication des tentatives de fraude, toujours aussi inventives, évidemment, plus nombreuses, complexes. Et parmi les plus courantes, on peut citer tout un tas d'exemples qu'on connaît bien, donc l'usurpation d'identité, la falsification de documents, la manipulation de signatures, les deepfakes. Voilà. Donc, qui dit risque croisé dit aussi cadre réglementaire renforcé, en particulier autour de la confiance numérique et de la sécurité des échanges. C'est dans ce contexte que la réglementation eIDAS 2 entre en scène. Elle est en cours d'adoption. Elle introduit la notion de portefeuille européen d'identité numérique, le EU Digital Identity Wallet. C'est une évolution majeure et aussi très attendue qui permettra à chaque citoyen et entreprise de s'identifier, signer et partager des informations certifiées en toute sécurité. Pour parler de ces sujets passionnants que la fraude, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde entourée de trois personnes fantastiques. Donc, on a Anthony, pour commencer, Anthony Level, qui est cofondateur de Label for AI et CSO. Donc, c'est des spécialistes de la détection des contenus générés par IA générative. Donc, ces missions portent sur l'identification des contenus générés ou manipulés d'ailleurs, et de la détection automatisée au sein des dispositifs anti-fraude. Ensuite, on a Sarah Septi, CEO et cofondatrice de ShareID. Elle est spécialiste de l'authentification et la vérification d'identité numérique via IA, biométrie, documents officiels et donc sans besoin de stockage de données personnelles. Sarah, est-ce que j'ai tout bon? Ok, super, parce qu'on n'avait pas répété cette partie-là. Et Pierre-Antoine Carly, donc associé groupe Signaturite, spécialiste de la digitalisation, de l'onboarding client et des services de confiance électronique. Son groupe intervient sur la vérification d'identité à distance, la signature électronique qualifiée et les ponts directs avec eIDAS, notamment avec le e-wallet, dont il va certainement vous parler. Bon. Et donc, pour commencer cette table ronde, je vais vous poser une première question qui est assez simple, qui va permettre finalement de définir ce qu'est eIDAS et son rôle dans la lutte contre la fraude. Donc, c'est une réglementation qui est au cœur de nombreuses discussions autour de la confiance numérique. Comment vous définiriez cette réglementation? C'est quoi pour vous et quel est son objectif fondamental à votre avis?
Et là, je me tourne vers toi en premier, Pierre-Antoine. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, parfait. Alors, EDAS V1, qu'est-ce que c'est? Très bonne question. Alors, EDAS V1, en fait, ça prend ses racines lors de l'explosion de la bulle Internet, donc dans les années 2000. Avec l'explosion de la bulle Internet, il y a une explosion des transactions numériques qui commence à s'effectuer. Et donc, Internet, ce qui est fantastique à travers cet outil, c'est que ça fait communiquer en fait des ordinateurs avec des ordinateurs. La problématique, c'est qu'on ne sait pas qui y a derrière les ordinateurs. À chaque fois, moi, je cite toujours le même exemple, mais il me fait mourir de rire. C'est le New Yorker qui faisait, en tout cas en première page, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 2000, c'est un chien qui est derrière son ordinateur et qui parle à son ami chien et qui dit ce qui est génial avec Internet, c'est que personne ne sait que je suis un chien. C'est exactement ça, en fait, l'idée de EDAS V1. C'est en fait de tout simplement créer en fait une confiance numérique dans un espace commun, donc qui est l'Union européenne, et de s'assurer qu'à travers des services de confiance, on va être en capacité d'identifier des personnes qui sont derrière leur ordinateur. Et donc, pour ça, on va utiliser plusieurs services de confiance. L'identité digitale, donc, qui est reconnue donc, en 2014 avec l'émergence de EDAS V1. La signature électronique, qui est reconnue, donc avec différents niveaux, signature de niveau simple, avancé, qualifié. Ensuite, il y a le cachet, qui permet en fait de faire signer des personnes morales. Il y a l'horodatage, qui permet de dater un log, une action dans le temps. Et ensuite, il y a toute la notion de certificat digital, qui sont en fait la capacité d'identifier une personne. Et donc, tout ça fait que EDAS V1, en fait, son idée un peu sexy, c'était de se dire qu'ils allaient créer en fait un espace commun dans lequel on allait pouvoir faire des transactions qui sont à la fois numériques, mais aussi qui sont faites dans un cadre de confiance. Merci Pierre-Antoine. Mais du coup, pourquoi une nouvelle version? Parce qu'on adore les couches de conformité déjà en Europe. C'est la première réponse. Non. Plus sérieusement, EDAS V2, en fait, ça vient finalement en réflexe à aujourd'hui un fléau qui est tout ce que tu as cité au début, c'est-à-dire la fraude, l'usurpation d'identité. Avec l'augmentation, l'explosion des transactions numériques en Europe, juste un chiffre, 23%, c'est la part aujourd'hui des transactions numériques qui se font en Europe. C'est-à-dire que quand vous mettez toutes les transactions qui sont également physiques, donc quand vous allez chez votre épicier, Intermarché, etc., 23%, ce sont la part des transactions numériques. Donc, c'est colossal. C'est tellement colossal et c'est tellement la même situation tout le temps, à minima en Europe, c'est que la fraude, les escrocs vont toujours plus vite que la réglementation, malheureusement. Et donc, en fait, on a aujourd'hui la troisième escroquerie la plus répandue en Europe, c'est l'usurpation d'identité, ce que tu citais précédemment. Et donc, en fait, pour venir cadrer ça, pour venir finalement contrecarrer ça, en fait, ils ont souhaité créer une nouvelle version de EDAS V2. Juste pour information, quand je regardais tout à l'heure, juste pour me préparer ce matin, je me suis dit, tiens, est-ce que l'usurpation d'identité, c'est toujours à l'actualité? J'ai tapé usurpation d'identité sur Google. Alors, c'est simple, je suis tombé sur Hôpital d'Amiens, plus de 300 000 données hackées. Une personne sur 15 aujourd'hui sur Le Bon Coin a déjà vécu une situation d'escroquerie. Puis avec des plus ou moins drôles, une personne qui pensait épouser Brad Pitt qui s'est fait escroquer 300 000 €. Bon, voilà, ça aussi, ça en fait partie. Donc, on peut en rigoler, mais en fait, c'est un fléau. Voilà. Troisième escroquerie la plus importante en Europe, je tiens quand même à le souligner, c'est l'usurpation d'identité. Et donc, pour ça, EDAS V2 a décidé donc, de créer deux nouveaux services de confiance. Le premier, c'est le fameux e-wallet européen. Donc, en fait, on le verra un peu plus tard, mais c'est la capacité pour chacun des citoyens européens de pouvoir s'identifier et s'authentifier de la manière la plus sécurisée en Europe aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que le e-wallet, qu'il soit français, belge, italien, il est reconnu dans tout l'espace européen. Donc ça, c'est le premier service de confiance qui a été ajouté. Donc l'idée, c'est vraiment de contrecarrer la fraude dans toutes les transactions. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'archivage à valeur probante. Donc ça veut dire quoi pour si imagine qu'il y a des personnes qui revendent l'assurance. Si demain, vous faites signer un contrat avec un client final, le contrat, vous allez pouvoir le stocker à valeur probante. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, la personne dit « non, je n'ai pas signé le contrat », elle aurait pu se retourner contre vous. Mais si vous l'avez stocké à valeur probante, vous, en tant qu'entité, en tout cas entreprise de l'assurance, vous allez pouvoir vous retourner contre le tiers de confiance, donc potentiellement Signaturite, et vous dire « écoutez, maintenant, c'est votre problème, à vous de gérer le litige ».
Donc ça, ce sont 2 services de confiance qui viennent maintenant, en fait, aider à identifier, authentifier, limiter la fraude, limiter l'usurpation d'identité, et ensuite renverser la charge de la preuve dans l'archivage à valeur probant. Merci beaucoup. Donc, ça pose bien le décor. Et pour recentrer, comme tu l'as dit, donc, on est là pour parler d'assurance. Quand on parle d'assurance, c'est quoi les principaux risques et schémas de fraude qu'on peut retrouver dans ce secteur qui est, je le rappelle, assez tentaculaire parce que ça couvre tout un tas de domaines variés, la vie, santé, prévoyance, donc tout un tas de typologies aussi différentes de fraude. Donc pour vous, c'est quoi finalement les principaux risques auxquels fait face le secteur quand on parle de fraude? Et là, j'aimerais bien avoir ton avis, Anthony. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, il y a quand même un événement un peu nouveau maintenant dans le paysage numérique, c'est l'IA générative. Donc, elle a quelques années, mais les outils, ils évoluent très, très vite et en permanence, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus du tout distinguer le vrai du faux. Des exemples en termes de vidéo qui concernent un peu moins l'assurance, mais en termes de réalisme, vous avez donc VO3 de Google ou Sora 2 de OpenAI qui permettent de réaliser typiquement des vidéos qui sont indistinctes d'une vidéo réelle. Et donc, si la vidéo est possible, en fait, les images, les documents, tout type de contenu peut être faké de manière ultra réaliste avec un simple prompt d'IA générative. J'ai quelques visuels juste pour vous montrer parce que nous, donc, on intervient donc en termes de détection justement de documents qui sont soit 100% générés par l'IA, soit un peu manipulés par l'IA par différentes manières. Alors là, typiquement, donc dans le pipe de gestion des sinistres, de déclaration de sinistres, là vous avez une belle corvette qui est réelle. Donc, qui est une image réelle. Et donc, n'importe qui peut, avec un outil d'IA génératif, faire un prompt en mettant cette image, donc en l'uploadant sur un outil. Je vais taper un prompt qui est « casse-moi le pare-brise ». Donc là, le pare-brise est cassé de manière extrêmement réaliste. Et nous, donc avec les outils de détection qu'on a, je vais vous expliquer vite fait comment on fonctionne, on voit la trace de la manipulation qui a eu lieu. Donc ça, c'est typiquement donc, dans un pipe de gestion des sinistres. Donc, c'est des documents sur lesquels l'assureur n'a pas le contrôle. C'est émis par l'assuré. Le deuxième, je vous ai mis un document officiel. Donc là, c'est un certificat médical qui est vrai au départ. Alors, en plus, j'ai augmenté la difficulté parce qu'il est un peu chiffonné. Donc, il paraît encore plus réaliste. Mais pour le coup, celui-là, il est vrai. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire un certificat médical pour moi-même. Comme ça va me permettre peut-être de passer une semaine chez moi en congé maladie plutôt que d'aller travailler. Et donc, je l'ai mis à mon nom. J'ai changé de médecin. J'ai mis un cachet, tout ce qui est plus officiel. Et celui-là, il passe très, très facilement. Quand on le passe à l'analyse donc de nos outils, on voit où a eu lieu, là pour le coup. Donc, je vous ai montré un partiellement généré. Ça aussi, c'est partiellement généré. Le partiellement généré est de moins en moins détecté, en fait. Je vous explique pourquoi. Parce que les outils, ils vont recréer totalement, en fait, le fichier que vous avez demandé à manipuler. Donc là, ce n'est pas ce que je vous montre, mais ça, c'est donc de la manipulation qui a lieu il y a 6 mois. Mais aujourd'hui, de plus en plus, sauf si vous utilisez certains outils open source, c'est l'outil d'IA régénère complètement. Donc la voiture, elle apparaîtrait toute rouge aujourd'hui. Vous avez compris la chose. Comment on fait? En fait, c'est très compliqué parce qu'il faut aller dans le domaine spectral, c'est-à-dire dans les fréquences, dans certaines fréquences particulières du fichier en question, quel qu'il soit, puisque nous, on analyse le texte, la photo, la vidéo et l'audio. Et en fait, dans cette analyse spectrale, peut-être je peux montrer tout de suite, on va détecter en fait des bruits, ce qu'on appelle des signatures d'IA, c'est-à-dire que quand vous avez enlevé tout le bruit en fait qui est autour d'un contenu généré, il vous reste quelque chose dans un domaine spectral. Et c'est typiquement des petites étoiles, des petites croix. Et ce qui est bien, c'est que ces petites croix, en fait, c'est une signature d'un modèle. C'est-à-dire que je sais attribuer à Stable Diffusion, à Grok, à ChatGPT ou à d'autres outils d'où ça vient. Alors ça n'intéresse pas tous les acteurs de savoir d'où ça vient. Ils veulent avant tout savoir si ça a été manipulé. Mais nous, on peut aller jusque-là. Alors comment on fait dans ce domaine spectral? Nous, on est associé en fait très étroitement aux 2 laboratoires de recherche français qui sont le CNRS et l'INRIA, parce qu'en fait, on a besoin de cette compétence scientifique pour aller justement analyser toutes les nouvelles signatures. Et vous imaginez bien que les défis, c'est de coller au tout dernier modèle et donc s'entraîner sur les tout derniers modèles, ayant pop plein. Il y a des mises à jour qui sont sur des modèles et qui changent les petits phénomènes de croix que je vous ai montrés là. Donc, nous, notre défi, c'est aussi de coller au maximum à toutes les générations du modèle. Donc, il y a la fraude qui se voit, typiquement la désinformation qui a lieu en ligne, ça vous la voyez tous les jours. Il y a la fraude qui ne se voit pas, et qui est typiquement ça, et qui est dans les pipes, et qui représenterait aujourd'hui, c'est très difficile à savoir parce que c'est un chiffre noir, parce que les gens ne sont pas équipés, donc on ne peut pas faire encore de statistiques sur la proportion d'utilisation d'IA, mais autour de 50% aujourd'hui. C'est tellement simple
que n'importe qui, maintenant, peut frauder. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des réglementations. C'est pour remonter les barrières à l'entrée, parce que comme c'est de plus en plus facile, faut remonter, finalement, quelque part au niveau réglementaire, la contrainte. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fraudes, puisque l'IA générative, on ne sait pas encore si ça entraîne des gains de productivité en entreprise, mais ce qui est certain, c'est que c'est une sacrée aubaine pour les fraudeurs de toute espèce. Ça, c'est sûr. Merci, Anthony. Sarah, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport au risque de fraude auquel font face les assurances et que EIDAS viendrait finalement aider à contrer? Bonjour à tous. Ce que EIDAS 2, pour moi, apporte vraiment, que EIDAS 1 n'a pas su apporter et qui était finalement la limite de EIDAS 1, c'est l'harmonisation au niveau européen. Parce qu'en fait, EIDAS 1 a été victime de l'Europe et du fait qu'on peut avoir, typiquement en France, l'ANSSI pour venir imposer des méthodes et des outils qui vont être plus complexes et qui vont nous permettre de mettre une barrière à l'entrée assez haute pour la fraude à l'identité. Et malheureusement, l'Europe va nous autoriser à utiliser des technologies qui ont été validées par ailleurs en Europe. On voit beaucoup de technologies roumaines, par exemple, dans des pays de l'Est qui vont venir en Europe. Et on a des équivalents PVID, par exemple, si vous connaissez PVID, de prestataire de vérification d'identité à distance, on a l'équivalent en signature électronique qualifiée qui vient de Roumanie avec une simple photo. Et donc, jusqu'à dans une quinzaine de mois, donc depuis juillet, il y a une présomption de conformité pour ces solutions-là. Et elles seront obligées, c'est ce que apporte l'EIDAS 2 finalement, cette harmonisation à la hausse. Et donc, au niveau européen, les entités et tout le monde sera obligé de s'équiper avec des technologies qui sont vraiment robustes. Et il y aura du coup cette harmonisation qui va faire que les acteurs n'auront plus le choix de la technologie et de choisir des choses qui peuvent être faibles et créer des vrais risques et des vraies usurpations d'identité qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui. Et donc, elles seront obligées de s'équiper de technologies fortes, certifiées, qualifiées par l'ANSSI. Et le niveau d'ANSSI sera équivalent au niveau européen par ailleurs. Et donc, on ne pourra pas s'en débarrasser aussi facilement. Et pour moi, c'est ça la principale valeur ajoutée de l'EIDAS 2. Je pense que l'EIDAS 1 est en partie un peu responsable de tout ce qui se passe d'un point de vue explosion de la fraude. On parle de GenAI, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que les entreprises ont massivement adopté des technologies low-tech juste pour se digitaliser. Et du coup, ouvrir la porte très, très grand à la fraude. Et donc, c'est ce que, encore une fois, vient de faire EIDAS 2 dans la lutte contre la fraude à l'identité. Pour l'assurance, c'est un cas assez particulier parce que mon constat personnel, on a très peu de clients dans l'assurance, on commence à peine à échanger avec ces acteurs-là, c'est que les acteurs de l'assurance sont très en retard dans l'adoption des technologies par rapport au secteur bancaire, etc. Et donc, c'est peut-être aussi ça, la chose qui va faire que potentiellement, dans l'assurance, on pourrait avoir ou être plus ou moins exposé à ce genre de risque. Tu as devancé ma question suivante. Donc, comme quoi le fil conducteur, il est bon. Justement, j'allais vous demander comment les compagnies d'assurance intègrent déjà les outils comme la signature électronique, la vérification d'identité à distance. Quel est, selon vous, leur niveau de maturité sur ces sujets, sur ce type de technologie? Et là, en fait, c'est assez marrant parce que c'est très disparate d'une entité à l'autre. Il y a des assurances qui ont beaucoup adopté des technologies et qui ont été très digitalisées dès le début. Et puis d'autres, beaucoup moins. Et ensuite, ça dépend aussi des parcours. Par exemple, pour l'assurance vie, ce n'est pas forcément pertinent d'avoir un parcours digital. Donc, c'est beaucoup de choses qui vont faire que l'assurance a aujourd'hui potentiellement un petit peu moins adopté, en tout cas à mon sens, les technologies que la banque, mais typiquement sur des fraudes au sinistre, elles sont très avancées. Il y a pas mal d'assurances qui ont adopté énormément de choses là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des deux, encore une fois, et qu'aujourd'hui, pour le coup, on est très sollicité par des assureurs qui sont intéressés de connaître les technologies dont on dispose pour lutter contre la fraude à l'identité et faire ce chemin entre les problématiques qu'elles ont aujourd'hui et les problématiques qu'elles auront demain, qui sont les DAS 2 et le wallet, lorsque ce sera massivement adopté, parce qu'on n'y est pas encore. Pierre-Antoine, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point? Oui, alors je partage le constat, hein, c'est-à-dire que alors j'y différencierais moi sur le secteur assurantiel la signature électronique et la vérification d'identité. Je dirais que sur la signature électronique, dans le domaine assurantiel, ça a été massivement adopté, bon, le Covid aidant bien entendu, mais je dirais que ça a été parfois adopté parce qu'il fallait l'adopter sans véritablement parfois comprendre exactement quel est le risque à couvrir, ou c'est juste pour obtenir un besoin de consentement parce qu'il faut le faire.
Qu'est-ce que je veux dire à travers ça? C'est qu'aujourd'hui, on a encore des réflexions avec des grands groupes assurantiels où on revoit finalement le niveau de signature en fonction du cas d'usage qui est associé. Et donc, mais c'est vrai que c'était aussi toute la difficulté de EDAS V1, c'est-à-dire qu'il fallait déjà comprendre qu'est-ce qu'un niveau de signature simple, avancé, qualifié. EDAS V2, effectivement, tend plutôt rehausse le niveau, pour reprendre les termes de mes deux collègues, vers la signature qualifiée, qui à un moment donné va plutôt nous amener à on va dire, un terrain beaucoup plus sécurisé. Et donc, on revoit donc, les cas d'usage avec nos clients dans l'assurance. Et sur la vérification d'identité, je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas des discussions que j'ai, elle est adoptée généralement sur des parcours qui sont déjà digitalisés, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, et qu'elle n'est pas du tout adoptée dès lors qu'on est sur des parcours qui sont un tout petit peu digitalisés et avec des réseaux de distribution physiques. Je m'explique. Pour ne pas les citer, on était avec AG2R il y a encore 2 semaines, qui nous indiquait que dans leur réseau physique, ils vérifiaient l'identité, donc uniquement la pièce d'identité, en fait, avec leurs agents directement présents en agence. Nous, la recommandation qu'on fait, c'est qu'il faut utiliser le même protocole de vérification d'identité à distance en physique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les escrocs, les usurpateurs sont suffisamment aguerris pour finalement venir avec le plus grand culot de la Terre devant l'agent, avoir une pièce d'identité qui a été trafiquée avec une photo qui lui ressemble mais qui n'est pas sa pièce d'identité, et en fait souscrire à un produit assurantiel. Si par contre, même en face à face, on applique un protocole de vérification identitaire à distance, nous, notre technologie, elle est capable de reconnaître plus de 130 points de contrôle, et donc finalement, à la fois de conserver la relation en face à face, mais en fait tout en baissant également la chance de pouvoir accepter un fraudeur dans ses parcours. Et donc, c'est, je pense en tout cas, les différentes conversations qu'on a avec nos clients dans l'assurance. Merci Pierre-Antoine. Bon, du coup, on comprend qu'ils ont fait pas mal de choses, qui sont quand même encore un peu en retard. Enfin, en retard. Que leur niveau de maturité n'est pas encore optimal et qu'il y a encore quand même beaucoup de travaux à lancer. Quand on se dit ça, comment on peut faire pour les accompagner dans cette transition? Quel type d'outils, quel type de levier on pourrait leur donner pour leur permettre de renforcer la confiance numérique? Là, je me retourne vers les deux mêmes en vrai. Hein. Donc, Sarah et Pierre-Antoine. Sur des sujets de lutte et d'usurpation d'identité, je pense que la première chose, c'est vraiment de sensibiliser vos clients, en fait. Ça, c'est la première chose, parce qu'on se rend compte que 80% des usurpations d'identité sont dues à l'erreur humaine. En fait, on partage des choses, on n'est pas forcément conscient. Il y a énormément, typiquement, de fausses annonces en ligne et d'appartements sur les Champs-Élysées de 200 mètres carrés à 500 € par mois. Et on trouve ça très tentant. Et du coup, on envoie notre dossier avec toute notre vie dedans. Et ensuite, ces gens-là ont tous nos documents authentiques, d'ailleurs, pour aller déposer et créer le dossier qu'ils veulent. Et donc, en fait, il y a une première partie qui est la sensibilisation des gens, une deuxième partie qui est la formation. On parlait des personnes qui sont sur place en agence. Nous, on a des partenaires qui nous accompagnent et qui accompagnent parfois nos clients à former leurs équipes qui sont face aux clients pour la détection de fraude, parce que ce n'est pas que le document, c'est parfois une attitude. Parfois, on va vous déconcentrer, on va vous parler de votre boucle d'oreille pendant que vous êtes en train de contrôler le document d'identité ou où vous étiez en vacances, etc. Et en fait, ça va vous perturber, même si vous êtes expert et tout ça. Donc, il y a plein de choses qui sont en amont de la technologie. Et ensuite, il y a s'équiper des bons parcours sans pour autant prendre un marteau pour tuer une mouche. Hein. On ne va pas perturber l'utilisateur et lui demander des choses très complexes dans le parcours d'entrée en relation dès lors qu'on a envie de vérifier son identité. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des technologies comme ce que vous venez de présenter qui peuvent être suffisantes pour détecter la fraude, supposant, à mon sens, en fait, il ne faut pas mettre en place des solutions de vérification d'identité juste pour en mettre, parce que ça devient pénible. Il faudrait que ça ait du sens. Typiquement, si j'ai loué une voiture avec une fausse identité, en fait, quelque part, ce n'est pas une vraie perte pour l'assurance. La vraie perte, elle est si je déclare un sinistre faux avec l'assurance. Et donc, ça n'a pas nécessairement de sens d'aller implémenter un parcours où je vais contrôler l'identité de quelqu'un, et on a beaucoup en plus qui changent de voiture plusieurs fois. Donc ça a un coût monstrueux.
là où potentiellement adopter une technologie qui n'est pas sur l'identité va venir résoudre ce problème et baisser ça. Nous, pour la partie vérification et contrôle d'identité, dès lors que c'est pertinent, on a une panoplie de solutions en fait, qui vont du contrôle de la photo, vidéo, NFC, sachant que sur la vidéo, on a la particularité d'avoir une technologie qui a été montée en partenariat avec la Gendarmerie nationale, qui a été déployée pendant les JO et qui a 0 faux positif. Donc, on n'a jamais accepté à tort un document français. Et donc, on peut laisser un parcours, par exemple, 100% IA et venir derrière sur des fallbacks pour les rejets à tort, potentiellement faire voir par un opérateur humain. On peut équiper de NFC si on veut vraiment aller sur les niveaux d'assurance élevés requis par EIDAS 2. On peut venir combiner ça avec la détection du vivant ou pas. Et en fait, pour moi, c'est cette modularité que les assurances doivent adopter et pas venir s'équiper tout de suite de la signature qualifiée pour faire une entrée en relation avec quelqu'un qui va louer une voiture. Vraiment avoir un parcours un peu modulaire qui va venir en fonction de chacun offrir le parcours qui est adéquat finalement au niveau de risque qui est en face et venir au final, tout ça va retomber dans ce wallet dont on parlait à l'instant avec des niveaux d'assurance plus ou moins élevés qui sont requis par les DAS du niveau basique substantiel à élevé en fonction des cas d'usage et des parcours utilisateurs. Et donc pour moi, accompagner une assurance, finalement l'équiper de la bonne façon, au bon niveau en fonction des parcours utilisateurs et c'est propre au niveau de gestion de risque qu'ils souhaitent mettre en place et au niveau de risque qui sont exposés, auxquels vous êtes exposés en fonction des parcours. Voilà. Merci Sarah. Moi, j'ajouterais 2 choses. Généralement, quand on vient voir nos clients assurantiels et qu'on propose effectivement des parcours d'onboarding clients digitalisés, on a des leviers de bouclier parce que tout de suite, la première en tout cas, réaction qu'on a, c'est non, nous, on a déjà de la distribution physique, via des réseaux de distribution physique, pardon. Et donc, en fait, ce n'est pas fait pour nous. Or, comme je disais juste avant, en fait c'est tout à fait complémentaire. Et au contraire, ça va être, à mon sens, monter des parcours qu'on pourrait appeler nous figitaux. Ça veut dire qu'on commence physiquement et ensuite on les raccroche à des parcours digitaux. On commence digitalement et on finit physiquement. Ça peut être quelque chose qui peut amener à l'adoption justement de l'ensemble de ces services. Parce qu'en fait, un Big Bang digital va peut-être amener d'ailleurs le contraire de ce qui est recherché. C'est-à-dire que si demain, vous avez une audience qui a toujours eu l'habitude d'aller dans son réseau de distribution physique via en agence, vous dites demain de tout faire en ligne, sera cet effet inverse de dire « Attendez, est-ce que justement, je ne suis pas face à une fraude ?» Et donc, nous, ce qu'on propose, ce sont des parcours donc figitaux où en fait, vous pouvez commencer sur votre canapé et finir en agence, ou alors vous allez voir votre agent directement dans votre ville. Et ensuite, si vous n'avez pas amené l'ensemble des documents, en fait, vous avez un espace que vous allez pouvoir retrouver directement depuis votre smartphone. Donc ça, c'est une première méthodologie qu'on peut appliquer. Et la deuxième méthodologie, c'est qu'on a des technologies aujourd'hui à travers ce qu'on appelle l'open banking, l'open data, c'est-à-dire d'aider en fait le souscripteur à ne pas aller rechercher son document directement dans son étagère, mais directement, on va lui demander d'aller se connecter à impôt.gouv pour aller récolter directement, par exemple, sa fiche d'imposition. On peut aller directement se connecter à sa banque pour aller récupérer un IBAN. Tout ça, ce sont des technologies qui sont, on va dire, extrêmement fluides, mais qui ne sont pas adaptées à toutes les audiences. Et donc, en fait, il faut qu'on soit capable de proposer des parcours qui soient malléables et se dire, en fait, soit vous préférez télécharger votre document, qui soit un avis d'imposition, qui soit un justificatif de domicile, ou alors, si vous souhaitez, pour fluidifier le parcours, on peut se connecter à votre banque, ou alors on peut se connecter à edf.com, on peut se connecter à orange.com pour aller chercher un justificatif de domicile. Il ne faut absolument pas imposer la digitalisation parce qu'il faut le faire, mais au contraire, il faut s'adapter à son audience et aussi, finalement, aux us et coutumes des anciens parcours, en tout cas des parcours initiaux. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Du coup, vous avez dit plein de choses super intéressantes, je trouve. Mais faire ces transitions, proposer des choses hyper intelligentes, il faut pouvoir lever des freins aussi en face. Et il y en a certainement, que ce soit des freins technologiques ou organisationnels, pour pouvoir accompagner concrètement sur le terrain ces transitions. Du coup, c'est quoi les freins que vous identifiez quand vous échangez avec les principaux acteurs? Qu'est-ce qu'on vous remonte du terrain, que ce soit d'un point de vue techno ou orga, pour pouvoir justement... Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en 2025, par exemple, on a beaucoup plus échangé avec des assureurs qu'on a historiquement échangé avec des assureurs. En 2024, on avait parlé à la Fédération française des assureurs.
Mais avant, en fait, à chaque fois qu'on allait leur parler, on avait l'impression qu'ils étaient encore sur des parcours où ils avaient juste besoin d'extraire les informations d'une pièce d'identité, pas forcément avoir besoin des informations ultérieures. Moi, je viens de la gestion du risque et en fait, en creusant un petit peu, je me rends compte qu'en faisant une approche par les risques, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas exposés à ce risque, qu'ils ne s'y intéressent pas. Et il y a deux choses pour faire bouger un mammouth, la réglementation et le risque. Donc en ce moment, c'est la réglementation qui les fait bouger. La réalité, encore une fois, c'est que sur du non-vie, il n'y a pas d'exposition financière lorsqu'on a une personne qui a usurpé l'identité de quelqu'un pour créer un compte. On a un risque financier lorsqu'on a une déclaration de sinistre à tort. Et donc, en fait, ils n'ont aucune envie d'adopter ça parce que c'est des coûts supplémentaires pour eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur des parcours comme ça, ce n'est pas adopté. Maintenant, EIDAS 2 impose d'accepter le wallet pour faire l'onboarding et donc leur impose de digitaliser leur process. Et du coup, maintenant, ils se posent la question de se dire, vu que je digitalise un bout pour ceux qui ont le wallet, qu'est-ce que je fais de ceux qui n'ont pas le wallet? C'est ça qui arrive aux assureurs en ce moment. Mais moi, je trouve leur approche très logique. Après, je suis risk manager de formation, donc c'est un petit peu normal. Mais de faire un tiering de risque et de se dire, ce risque-là, je l'accepte, ce risque-là, je le mitige et celui-ci, je le gère, c'est normal en fait. Et parce que c'est comme ça qu'on gère ses coûts et on ne peut pas venir s'équiper du maximum de l'assurance maximale sur l'ensemble des risques auxquels on est exposé parce qu'on ne survivrait pas en tant qu'entreprise. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Donc, les assureurs, pour moi, ont de la chance finalement parce que là où les banquiers vont venir casser ce qu'ils ont construit pour devenir conformes, vous partez de zéro et vous avez la chance de pouvoir réfléchir comme il faut votre parcours et votre vision d'ici 2030 pour vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'adopter et quels sont les différents parcours que j'ai envie de couvrir en gardant en tête que 2027, c'est indispensable d'accepter des wallets. Mais soyons honnêtes, vous connaissez les grands groupes et les mammouths. On est en 2026, octobre, personne n'a commencé l'implémentation. Ce n'est pas en janvier 2027 qu'on sera live, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en amont pour digitaliser et être prêt pour l'adoption. Bien sûr, il faut cocher la case réglementaire de s'équiper, de pouvoir accepter les wallets. Ça ne veut pas dire faire un wallet, ça veut juste dire avoir une API qui fait de la vérification d'attestation. Et c'est rien d'incroyable. Mais encore une fois, je pense que les assureurs ont la chance de partir de table rase et de pouvoir construire leurs parcours digitaux beaucoup plus facilement que les banques qui vont devoir casser beaucoup de choses pour devenir conformes pour 2027. Voilà. Donc, en termes de frein, nous, c'est un peu différent parce que il n'y a pas du tout de friction avec l'assuré, l'utilisateur final, puisque lui, on ne lui demande rien de spécial. C'est l'assureur qui s'occupe donc de vérifier dans le pipe des sinistres ou de la souscription s'il y a de l'intervention de l'IAGEN ou pas. Par contre, il y a deux freins quand même, c'est principaux. Le premier, c'est que les assureurs exigent d'avoir notre brique en on-premise, puisqu'il y a le RGPD, il y a d'autres couches réglementaires, il y a une sensibilité de ces documents qui fait que les voir à l'extérieur, ce n'est pas forcément adapté. Donc ça, c'est quand même une première difficulté. Et puis, la deuxième difficulté, c'est qu'on ne fait pas de magie, en fait. C'est-à-dire que souvent, l'assureur, le client final, il souhaite que ce soit automatiquement en fait purgé. Que si j'ai des alertes comme ça où je vois que c'est 100% généré, ça doit être 100% purgé automatiquement. En fait, non. Nous, on ne peut pas se substituer à la décision finale de l'assureur qui va décider in fine ou pas, s'il va accepter de prendre un risque particulier ou pas. Même si c'est obvious que c'est totalement généré, peut-être qu'il y a des raisons qui font qu'on va quand même accepter ce document. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais nous, on ne peut pas se substituer à la décision finale. On ne fait que des alertes. En plus, c'est statistique, hein. C'est-à-dire que c'est des outils qui sont empiriques. Je peux vous dire qu'il y a 99% de chances que ce soit généré, mais je peux rarement vous dire que c'est 100% de chance, parce que dans ces domaines-là, c'est que du statistique et c'est très rare d'avoir, par exemple, une incohérence sémantique qui vous dit « Ah ben là, je suis sûr que c'est fake ». Par exemple, vous avez un problème de ligne de fuite. Souvent, les outils génératifs, ils ont du mal à recréer des perspectives et vous avez des lignes de fuite qui ne correspondent pas à une photo, par exemple, de la vie normale. Ou alors, vous avez un traitement de la lumière qui n'est pas cohérent. Typiquement, les ombres ne sont pas au bon endroit. Ça, c'est des choses qui engendrent de la certitude. Mais quand vous êtes que sur l'analyse spectrale, là, vous pouvez afficher qu'un pourcentage. Et donc, ce pourcentage n'étant pas à 100% sûr, l'assureur doit prendre une décision qui est derrière. Et c'est un frein, puisque ça rajoute human in the loop, évidemment. Mais nous, ça, on ne cherche pas à le breaker. On agit en toute transparence. On donne un scoring, en fait, une espèce de Nutri-Score ABCDE autour de ce qu'on a trouvé dans l'analyse, mais on ne se substituera jamais aux décisions de l'assureur final. Le Nutri-Score de la fraude, oui, absolument, parce que donc on s'est rendu compte que, par exemple, Viginum faisait une initiative de ce type-là. L'Académie des sciences aussi
projette de faire des réglementations autour de cela. C'est vrai que ça parle plus aux gens avec le code couleur et les lettres. Après, on peut imaginer ce qu'on veut à la demande de l'assureur. Mais nous, on a proposé ça en fait par défaut dans notre outil. On considère que il n'y a pas besoin d'avoir une granularité extrême, A, B, C, D, E, et vous avez déjà des indices suffisants. Pierre-Antoine, tu avais quelque chose à dire aussi. Ouais, non, donc nous, les contraintes, en tout cas, qu'on voit au niveau opérationnel, je dirais qu'elles sont de l'ordre de 3. Je dirais c'est organisationnel, on va dire de l'ordre de la compréhension du cadre réglementaire, et un autre qui serait plutôt de l'ordre décisionnel. Quand je me mets dans les pantoufles de mes clients, je trouve souvent que déjà nous, qui sommes des experts entre guillemets de EDAS, c'est d'une complexité sans nom. Donc, je me mets toujours à la place de nos clients en disant mais comment eux, ils arrivent à prendre leurs décisions. Et donc, déjà que le contexte réglementaire n'est pas évident, alors forcément que l'adoption est elle aussi forcément impactée. Juste quelques exemples, mais quand on regarde hier, enfin pas hier, mais le mois dernier, on était avec la Société Générale, donc une empreinte globale, nous disait mais du coup, quel est le type de signature qu'on doit appliquer? Alors on leur disait en France, c'est sur l'assurance vie, on leur dit plutôt de la signature avancée. Alors, en Espagne, par contre, vous pouvez faire de la biométrie parce que la biométrie est acceptée, mais elle n'est pas acceptée en France. En Allemagne, c'est uniquement de la signature avancée. Par contre, si vous allez en Italie, c'est uniquement l'identité SPID. En Belgique, c'est It's Me. Bref, franchement, c'est extrêmement compliqué. Donc déjà, je pense que la problématique de l'adoption vient aussi du fait que le cadre réglementaire n'est pas simple. Ensuite, décisionnel, parce que forcément, nous, on vient simplifier les parcours d'onboarding client, toujours en balançant la conformité avec la fluidité de parcours. Et donc, on se retrouve avec finalement deux organisations de l'entreprise, la fraude et les ventes. Les ventes qui disent non, il ne faut pas rajouter plus de couches de vérification de fraude parce que sinon, effectivement, on va limiter le nombre de personnes qui vont entrer dans le pipe. Et la fraude qui dit non, on va faire rentrer aucun usurpateur, aucun escroc, etc. Et donc, l'idée, c'est d'arriver en fait dans nos discussions à concilier les deux pour faire en sorte qu'il y ait une vision. Et donc, nous, en tout cas, dans notre technologie, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que en fait, la contrainte réglementaire est tournée comme un axe de fluidité de parcours, de manière à concilier à la fois la vision fraude et la vision commerciale. Merci beaucoup. Alors du coup, comment on fait pour que EIDAS 2 devienne un levier d'efficacité et d'innovation plutôt qu'une contrainte réglementaire? On a parlé beaucoup de freins, tu as parlé de la conformité versus le front. Le réglementaire, on le voit souvent comme un truc lourd, chiant. Comment on fait pour en faire un levier d'efficacité? Comment on fait pour en faire un levier qui nous permet encore plus d'innovation et d'accélérer dans l'innovation? Et là, j'aimerais bien avoir votre avis à chacun dans l'ordre que vous voulez. On va partir à partir d'Anthony. Tant mieux parce que je pense que je suis le moins connaisseur en fait de ces réglementations spécifiques. À la fin, je vous en parlerai d'une autre, mais je suis pas fin connaisseur de ça. Par contre, le levier à l'innovation, moi, ce que je vois, c'est que c'est 310 milliards d'euros hein, le coût de la fraude en Europe. Et quand on voit que, selon certaines études, quand les acteurs concernés cumulent l'ensemble du stack qui permet de lutter contre la fraude, donc qui comprend des outils de wallet signature, qui comprend de l'OSINT, typiquement, de la détection de patterns de fraude et une brique finale qui est une brique dite morphologique, parce que nous, on ne s'intéresse qu'au contenu lui-même et pas tout ce qui est autour du contenu et le contexte du contenu. Quand on fait ça, on a des gains de 20 à 40%. Donc, ramener au coût de la fraude, en fait, indirectement, si vous faites des économies sur le coût de la fraude, vous pouvez innover dans plein d'autres choses puisque c'est de l'argent qui finalement n'est pas perdu et réaffecté à autre chose. Donc moi, je le vois comme ça, pas au travers du prisme de cette directive, mais au travers du prisme global de la lutte contre la fraude. Plus vous êtes efficace, plus l'argent que vous récupérez, vous allez pouvoir le réintégrer, le réinjecter dans d'autres projets, et notamment des projets d'innovation du type qu'on a ici. C'est clairement un levier d'innovation dans le sens où ça ouvre la porte et la possibilité d'échanger avec différents acteurs en toute sécurité, ce qu'on avait un petit peu moins avant. Là, on parlait typiquement des blocages qui viennent des réglementations différentes, et ça aussi, l'EIDAS 2 vient l'enlever d'un coup de main. Donc, c'est assez positif déjà, mais il y a aussi quelque chose qu'on remarque beaucoup à l'étranger. On a énormément de pilotes à l'étranger, en Europe, et pas du tout en France sur ce cas-là. C'est le ROI sur l'EIDAS, en fait.
sur les wallets, sur tout ce qui arrive, parce que la vraie valeur d'un wallet, c'est son nombre d'utilisateurs. Et vous voyez aujourd'hui tous les acteurs sur le marché en train de s'arracher les utilisateurs d'une façon ou d'une autre. Et tout ça pour venir au final vous vendre un wallet avec des utilisateurs. Et ensuite, ils vont créer de la valeur sur votre business et donc prendre vos utilisateurs pour que ça devienne les leurs dans leur wallet réutilisable par ailleurs et générer de la valeur sur vous. Donc, les assureurs, en fait, en France, en tout cas, ou les banquiers d'ailleurs, ne se posent pas la question de se dire EIDAS 2, c'est l'opportunité incroyable pour moi. Je pourrais, moi, avoir un wallet qui est à destination de tous mes utilisateurs, qui me permet de les authentifier, donc de réduire massivement mes coûts d'authentification, qui me permet potentiellement même de les faire signer, parce qu'en fait, je peux intégrer une technologie type signature dedans et me dire, je vais les faire signer cette solution avec mon wallet, donc réduire mes coûts massivement, et en plus, potentiellement, avoir la portabilité de ce wallet et donc gagner de l'argent lorsque mes utilisateurs l'utilisent par ailleurs dans d'autres services. Et en fait, ça, c'est une approche que beaucoup d'acteurs à l'étranger, en Europe de l'Est, ont comme envie en fait d'aller exploiter le ROI qu'on peut avoir sur les EIDAS et de se dire, et si je me positionnais comme PIC provider, bon, modulo, il faut que le gouvernement dise oui quand même, et si je me positionnais comme fournisseur d'identité à minima pour moi-même, parce que je peux émettre des attestations aux normes EIDAS qui ne sont pas qualifiées, mais qui sont à usage interne et qui me permettent dans le temps d'aller authentifier mes utilisateurs et avoir la certitude que c'est bien la personne que j'ai vérifiée la première fois qui est en face de moi. Et donc, en fait, c'est toutes ces choses-là qui sont des vrais leviers à l'innovation qu'on voit dans d'autres pays où potentiellement l'adoption d'identité numérique est beaucoup plus avancée et qu'on ne voit pas du tout en France pour ça. Donc, ça me paraît être un levier d'innovation à considérer. Voilà. Non, déjà, il ne faut pas se mentir. EIDAS V2, je pense que c'est une contrainte réglementaire, clairement. Mais qui dit contrainte réglementaire dit aussi on augmente finalement la confiance dans l'espace commun qui est l'Union européenne. Donc, en fait, comment on le transforme? À mon sens, on essaie de le faire par 3 leviers. Tout d'abord, je pense qu'on peut simplifier les parcours. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il n'a pas fallu attendre EIDAS V2 pour que chacun d'entre vous, en fait, vous avez déjà une identité digitale. En fait, avec le Covid, je pense que tout le monde a utilisé pour avoir ses crédits CPF l'identité digitale La Poste. Certains, d'ailleurs, France Identité a déjà dépassé les 10 millions d'utilisateurs. Donc, j'imagine qu'il y a au moins un pourcentage d'entre vous qui ont déjà eu France Identité. Vous avez certainement déjà fait un PVID. Et donc, en fait, tout ça, nous, on essaye de se positionner en tant que broker d'identité. C'est-à-dire que quand on va créer un parcours, on va vous dire, il faut que vous identifiez par France Identité. Non, on le sait parce que de toute façon, ça correspond qu'à 10%, enfin, pardon, 10 millions sur 70 millions, c'est-à-dire, allez, on va dire 20% des Français. Donc, on va plutôt leur proposer une multitude d'identifications pour justement éviter les freins à l'entrée. Parce qu'en fait, vous avez déjà une identité. Voilà, vous préférez vous identifier en tant que PVID, identité digitale La Poste, France Identité, un e-wallet que vous aurez déjà par ailleurs dans le domaine privé. Bref, et donc je pense qu'il faut être en capacité de bénéficier des identités digitales qui sont déjà créées. Deuxième chose, je pense qu'il faut avoir une technologie qui soit interopérable. Donc ça veut dire des API qui se connectent directement à leur parcours, que finalement l'utilisateur final ne sente pas qu'il y a un décrochage à un moment donné sur une autre solution. Il faut être en capacité de s'interconnecter également avec tout un écosystème. Tout à l'heure, on parlait d'open data, d'open banking. Je pense que c'est aujourd'hui un super levier. On a accompagné, nous, la banque Revolut. C'était simple. Leur cahier des charges, c'était de se dire on veut onboarder en moins de 5 minutes tous nos utilisateurs. Bon, du coup, c'est simple. On est broker d'identité en vérification d'identité à distance en brique numéro 1. Sur la partie vérification documentaire, on ne fait que de l'open data, de l'open banking. Donc, les clients se connectent directement à impôt.gouv pour qu'on récolte l'avis d'imposition. Ils se connectent à orange.fr pour le JDD. À la fin, ils font une signature et en 5 minutes, effectivement, ils sont onboardés. Ce qui aurait pris beaucoup plus, à mon sens, de temps si c'était passé par typiquement un réseau de distribution physique. Voilà, et ensuite, je pense qu'il faut aussi les aider sur la gamification des parcours. Je pense que c'est important. Là aussi, on a accompagné un broker dans le domaine assurantiel qui est basé au Mans. En fait, on a dû construire des étapes d'onboarding client. Et au fur et à mesure qu'il passe les étapes, en fait, il y a un petit smiley qui indique là, maintenant, on est sûr à 30% que vous êtes bien Monsieur Durand. Là, maintenant, on est sûr à 60%. Et à la fin, on est sûr à 100%. Ce qui est assez marrant parce qu'à la fin, finalement,
oui, on a passé du temps à onboarder la personne, mais à la fin, la personne aussi est rassurée parce qu'on a protégé son identité. Et donc, la gamification, je pense que aide aussi finalement à mieux adopter ces technologies. Voilà. Merci beaucoup. Pierre-Antoine, du coup, dernière question pour conclure. Si on se projetait à 5-10 ans dans l'évolution de la lutte contre la fraude et puis le rôle des technologies là-dedans, les technologies de confiance évidemment, quelle trajectoire vous voyez pour la confiance numérique dans l'assurance? On essaye de donner une vision anticipative. Qu'est-ce que vous en diriez sur 5-10 ans? Chacun peut donner son avis. Celui qui est inspiré peut commencer. Je ne suis pas particulièrement inspiré, mais je vais répondre encore une fois un tout petit peu à côté, mais ça a quand même un lien puisqu'on se projette à 5-10 ans. Il y a d'autres réglementations qui vont aider dans ce que je vous ai montré, c'est à identifier l'IA générative, c'est l'Intelligence Artificielle Act européen. Et son article 50 en particulier prévoit qu'à partir de l'été 2026, tous les générateurs d'IA devront marquer leur sortie. C'est-à-dire qu'elles soient facilement identifiables et qu'ensuite il y ait des détecteurs qui soient mis à disposition du public. Il y a déjà Eleven Labs qui fait ça. Eleven Labs, c'est la création audio, du voice cloning, des choses comme ça. Et donc ces outils, ils vont falloir du temps pour qu'ils soient déployés, mais tout le monde va en bénéficier, donc y compris la sphère assurance, puisque nous, ces petits marqueurs-là, on va aussi essayer de les chercher dans nos outils qui vont nous permettre de qualifier encore plus facilement la provenance et donc la nature du contenu qui est soumis, soit dans le parcours de souscription, soit dans le parcours de déclaration des sinistres. Donc, ce n'est pas IDAS, mais ça fait partie du socle réglementaire qui va venir à 5-10 ans aider finalement, puisque l'IA générative sera encore plus présente qu'aujourd'hui. Je fais une petite aparté, mais aujourd'hui, on voit des sites qui proposent de fraude as a service, c'est-à-dire que vous êtes un non-spécialiste de la fraude, vous cliquez sur phishing, ransomware, IA, des choses comme ça, vous mettez votre Bitcoin à l'intérieur pour payer le service et tout s'occupe, voilà, le service s'occupe de tout et vous récupérez derrière les résultats de l'escroquerie. Donc ça se professionnalise et il y a forcément besoin de mettre la même barrière systémique à l'entrée avec une multiplication de stacks d'outils qui sont dépendants du use case, effectivement, et qui vous permettront de garder le contrôle et la maîtrise sur les documents, sur la nature des documents. Parce qu'aujourd'hui, même Saint Thomas deviendrait fou, puisqu'on ne peut plus du tout distinguer. Donc c'est à côté, mais c'est un peu lié, en tout cas sur l'aspect morphologique des contenus. Moi, je pense que sur les 5 prochaines années, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on constate déjà le démarrage et l'accélération, c'est principalement cet équipement de s'équiper de solutions qui vont, à partir d'un scoring de risque, mener l'utilisateur vers des parcours plus ou moins complexes et avoir des solutions de levée de doute lorsqu'on a potentiellement identifié qu'il y a un risque sur l'identité de quelqu'un. On parlait à l'instant, tu parlais à l'instant des parcours qui sont utilisés aujourd'hui pour faire du brokerage. En fait, ça, c'est des choses qui, dans le temps, vont disparaître parce qu'en fait, la vocation même de EIDAS 2, c'est l'interopérabilité. Donc, si vous savez brancher un wallet, théoriquement, vous les faites tous. Donc, tous ceux qui, encore une fois, aujourd'hui, vous disent « je veux brancher mon wallet pour être conforme », si je branche ton wallet, ben, en fait, c'est bizarre parce que je ne suis pas conforme. Je suis censé accepter tous les wallets avec la même solution. En fait, c'est très important de garder ça en tête. Aujourd'hui, on a beaucoup de wallets en France. Le seul qui est conforme EIDAS 2, c'est France Identité Numérique. La Poste, c'est EIDAS 1. La Poste Identité Numérique, c'est EIDAS 1. Il n'y a pas d'attestation. On ne peut pas le partager. On n'y est pas encore une fois. Ils viennent de faire un appel d'offres d'ailleurs pour chercher un wallet. Donc, on n'y est pas du tout. On entend beaucoup d'acteurs se positionner sur ces sujets-là. Et en fait, je pense que c'est important d'essayer de comprendre vraiment la réelle obligation réglementaire qui est de savoir accepter un wallet, la réelle volonté de l'EIDAS 2 qui est l'interopérabilité. Donc, je branche un wallet égal, j'ai branché tous les wallets, vraiment. Et si ce n'est pas ça, ce n'est pas normal. En fait, c'est quelque chose de bizarre dans ce qu'on vous vend. Et le troisième point, c'est qu'est-ce que je fais de ce wallet vraiment? Et ça, je pense que c'est une question que les assureurs doivent se poser par ligne de métier. Qu'est-ce que je veux faire de ce wallet? Est-ce que je veux simplement juste sécuriser mes parcours en interne et m'assurer que lorsque j'authentifie un utilisateur, je peux désiloter entre mes différentes entités et utiliser une même vérification d'identité pour contrôler cette personne tout le temps? Donc, ça peut réduire massivement les coûts d'adopter l'authentification par un wallet tiers, sachant que vous n'êtes pas, encore une fois, obligé d'accepter ce wallet. Vous implémentez l'authentification par un wallet tiers X ou Y, c'est exactement la même implémentation. C'est pour ça que, par exemple, nous, chez ShareID, on a reculé, on s'est positionné plutôt au niveau technologie, et donc on équipe les gens pour qu'ils puissent accepter et adopter toutes ces choses-là, plutôt que de fournir un wallet
On peut vous équiper du wallet, mais ce serait en marque blanche et ce serait le vôtre, en fait. Ce ne serait pas à nous derrière. Et donc, voilà, pour moi, c'est ces 3 choses-là qu'il faut vraiment considérer par les assureurs pour potentiellement profiter finalement de cette accélération que vous offre l'EDAS 2, de vous équiper proprement de l'ensemble des technologies et avoir une approche par les risques toujours, parce que les risques d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Nous, typiquement, on a énormément de technologies sur, par exemple, on parlait tout à l'heure de deepfake. Dans la vérification d'identité, le deepfake est une attaque par injection ou par présentation potentiellement, mais c'est très mauvais quand c'est par présentation. Donc, ça veut dire que je vais montrer une vidéo à mon algorithme de PVID qui est en train d'enregistrer. Donc, ça, généralement, c'est quand même assez facilement détecté. Ou alors, je vais streamer un deepfake et l'injecter dans le parcours du SDK pour qu'il soit détecté. Et c'est dans ce cas-là qu'on va avoir besoin d'une première ligne de défense qui est de la cybersécurité pure et d'une deuxième ligne de défense qui va être des algorithmes types qui ont été décrits aujourd'hui, qui vont permettre d'aller vérifier est-ce que ce document ou le visage qui est dans ce parcours-là sont deepfake ou pas. Donc pour moi, c'est une approche par les risques qui devrait être adoptée pour s'assurer qu'on navigue bien sur les 5 prochaines années, parce qu'encore une fois, la réglementation n'a pas encore été proprement stabilisée et les fraudeurs sont bien plus en avance que nous. Pour ma part, ça va rejoindre pas mal ce qu'a dit Sarah. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points. Pour moi, quand on se projette dans les 5 prochaines années, et des fois, j'ai l'impression qu'on ne prend pas suffisamment la mesure de ce e-wallet. Ça va être un game changer qui va, à mon sens, révolutionner l'identification, qui va révolutionner les espaces clients. Et aujourd'hui, je trouve, dans les conversations qu'on a avec nos clients ou prospects, on s'inclut aussi dedans, mais juste à se poser la question de « OK, on nous oblige à accepter le e-wallet en 2027. OK, comment on l'accepte ?» Mais en fait, la réflexion, elle va beaucoup plus loin. Et c'est là où je te rejoins, Sarah, c'est-à-dire que très bien, on peut accepter le wallet France Identité. Donc, si j'accepte le wallet France Identité, génial, j'accepterai tous les wallets souverains de tous les autres pays dans l'Union européenne. Mais en fait, la question, à mon sens, que toutes les entreprises doivent se poser, c'est ce wallet-là, pourquoi ou quel est mon intérêt d'avoir mon propre e-wallet au-delà du wallet France Identité. Et c'est là où la conversation devient super intéressante parce que ça va venir vous aider à, quand on parlait de levier de croissance, à upseller, cross-seller, moderniser vos espaces clients. Juste un mini-exemple, parce que c'est aujourd'hui une conversation qu'on a avec AXA, qui nous disent, écoutez, nous, si demain on a un wallet, c'est génial parce qu'on est capable d'embarquer l'identification de l'ensemble de nos clients. On est capable également d'embarquer des attributs. Donc, des attributs, typiquement, pour moi, c'est je suis Pierre-Antoine, je mesure 1m85, je suis aussi directeur commercial chez Signaturite, mais je suis aussi président pour mon club de tennis. Donc, tout ça, ce sont mes attributs. Et en fait, tous ces attributs-là seront dans mon wallet. Et donc, si demain, j'ai déjà souscrit à un produit assurantiel AXA et que je veux souscrire, je sais pas, j'ai souscrit à une assurance vie et que je veux souscrire à une assurance IARD, en fait, j'ai déjà tous ces attributs qui sont vérifiés au sein de mon wallet. Et donc, je vais pouvoir accélérer tout ce processus d'onboarding-là. Donc, forcément, générer de la croissance supplémentaire. Et donc, à mon sens, c'est véritablement ces questions qu'il faut se poser maintenant parce que, comme le disait Sarah, 2027, il faut être prêt. Mais il faut être prêt au-delà uniquement de l'acceptation du wallet, en tout cas du wallet souverain. Je me permets de rajouter juste un petit point auquel tu m'as fait penser quand tu parlais, c'est que si les assureurs voulaient ensemble lutter contre la fraude au sinistre, par exemple, sur le doublon et les duplicats de sinistres, on a des cas d'usage comme ça dans le Middle East. En fait, le wallet est une très bonne façon de le faire à travers, en fait, le sinistre devient une attestation. Et donc, en fait, dès lors qu'on a, typiquement, sur les véhicules, on peut lier un véhicule à un utilisateur et ce véhicule-là a une identité au sein des assureurs. Et en fait, il ne peut pas avoir le même sinistre 2 fois avec 2 assureurs simplement. Donc, il y a des façons qui sont adoptées aujourd'hui aux Émirats ou dans ce genre de pays qui sont beaucoup plus développés d'un point de vue adoption du wallet, etc., pour venir gérer des sinistres et limiter les risques surtout de duplicats. En fait, c'est ce risque-là qu'ils arrivent à gérer, c'est de ne pas avoir le même sinistre déclaré chez différents assureurs et être remboursé dessus. Et ça, c'est assez facilement géré par des attestations type e-wallet ou autre pour faire ça. Mais il faudrait une volonté de tous les assureurs. Et c'est pour ça qu'on discutait un peu avec la FFA pour voir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous, on a fait un peu le tour de nos questions. On a conclu avec une vision un peu plus, on
moyen, long terme. Et là, Sophia, si je ne me trompe pas, on peut... Ouais, voilà, c'est ça. On ouvre les questions. Passer un petit micro. On a aussi des gens en distance qui ont certainement des questions que je pose par la suite. Il y en a parmi vous qui ont des questions. Des commentaires. Moi, je vais me lancer. Bonjour, Cyril Jarabec. Peut-être une petite question. On sent évidemment que dans toutes vos présentations, il y a beaucoup d'IA, ça c'est clair, derrière, bien entendu. Est-ce qu'il y a un peu de blockchain? Typiquement, vous avez mentionné, Monsieur Carly, je crois, l'horodatage, etc., ou typiquement la traçabilité et la validité. Est-ce qu'il y a des technologies? Est-ce que les smart contracts, les choses comme ça, sont également en technologie sous-jacente ou pas? En fait, la notion même de signature électronique qui a été du coup massivement adoptée en 2014, en fait, il y a tout un tas de notions de blockchain à travers notamment la crypto, parce qu'en fait, de la signature, c'est uniquement de la crypto. C'est-à-dire que quand on va apposer en fait une signature sur un document, on va en fait apposer ce qu'on appelle un hash, donc c'est une suite en fait de chiffres et de lettres, et qui, en fait, quand on va vouloir modifier cette signature, modifier le document, le hash va se casser. Et donc, en fait, la crypto va se casser derrière. Et donc, tout ça, en fait, derrière, il y a tout un tas en fait, de mécanismes en fait, qui s'apparentent à de la blockchain, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui dans la crypto-monnaie, juste sous une forme différente. En fait. Merci. Bonjour, Alexandre Polakowski, SIA Partners. Merci beaucoup pour la présentation. On a beaucoup parlé de comment le wallet pouvait être une vraie opportunité pour rehausser le niveau de confiance dans les transactions et baisser la lutte contre la fraude. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est votre vision également sur les nouveaux risques qui pourraient émerger avec le wallet, typiquement une usurpation de wallet ou des faux credentials qui pourraient être fournis au sein du wallet? Ça dépendra beaucoup du type de wallet qui est adopté. Encore une fois, aujourd'hui, et il faut être très très clair là-dessus, même les schémas de certification de l'EIDAS 2 ne sont pas connus. C'est pour ça que je disais que le 2027, il croit moyen. Donc, on n'a pas les schémas de certification. L'ARF qui vient d'être publié, le dernier, la V1.0.0, donc la première fois qu'on n'a pas de draft, c'était en juillet. Et quand on discute avec les acteurs et qui ont fait des tests d'interopérabilité, tout le monde n'a pas fait le mouvement de passer. Donc, encore une fois, je pense qu'on n'y est pas vraiment encore de savoir être en capacité de challenger. C'est un peu le travail aussi des autorités de contrôle qu'on a, de l'ANSSI, de s'assurer que ce qui va être mis en place va être suffisamment robuste. Ça se fait par étapes. Par exemple, France Identité Numérique, au début, on a vu qu'il y avait un mot de passe à 4 chiffres. Maintenant, il faut absolument s'authentifier avec la pièce d'identité systématiquement, ce qui est génial, mais pas très digital. Donc, est-ce que ça va être maintenu dans le temps ou pas? Donc, honnêtement, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui dans l'État à dire est-ce que ça va être fluide, pas fluide. J'ai confiance en l'ANSSI et en leur capacité à proposer un parcours aussi pénible qu'il soit en certification et qualification qui sera robuste pour les parcours utilisateurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, nos clients, nous, ceux qui se projettent sur l'adoption du wallet, vont toujours le combiner avec ce qu'on appelle, nous, de l'authentification forte. Nous, on fait une authentification forte par l'identité officielle où on va, à partir d'un simple sourire, garantir que la personne est bien qui elle prétend être. Il y a de la détection du vivant dedans, il y a de la biométrie. On fait ça sans stocker la biométrie de l'utilisateur. Et donc, c'est des solutions qui étaient utilisées avant le wallet pour réutiliser l'entrée en relation sur des opérations sensibles, ajout d'un bénéficiaire, changement de numéro de téléphone, ce genre de choses. Et en fait, ces solutions-là sont encore, du moins pour nos clients avec qui on est en pilote, combinées à la réception. Par exemple, quand ils vont prendre une attestation, ils vont demander à ce que leur Verifiable Credential Type contienne un portrait, que ce soit requis dans leur VC Type pour qu'ils récupèrent ce portrait-là et qu'il soit utilisé pour vérifier avec la détection du vivant et du coup coupler systématiquement l'utilisateur et donc le revérifier à chaque fois grâce à sa biométrie. Donc, en tout cas, les acteurs avec qui on est en pilote et on n'est pas en France sur la partie wallet, c'est pas en France, c'est plutôt ailleurs en Europe, ils sont sensibles à ça, n'ont pas ou confiance dans le wallet pour le moment, mais encore une fois, simplement parce que les textes officiels ne sont pas encore finalisés et donc vont prendre des
des choses complémentaires pour venir faire ça. Mais le wallet lui-même est censé authentifier l'utilisateur théoriquement, encore une fois. Ce que l'EDAS veut, c'est qu'au moment où on fait une vérification d'identité par un PID provider, donc par quelqu'un qui est habilité à vérifier notre identité théoriquement par un parcours PVID élevé, donc déjà on est sur du NFC, théoriquement encore une fois parce que c'est l'ETSI élevé, mais on ne sait pas ce que l'ANSSI va dire. Mais ce serait avec du NFC, avec des algorithmes de détection du vivant qui sont certifiés de niveau élevé pour l'injection et la présentation. Donc, c'est un parcours typiquement robuste. Et ensuite, avec le protocole OpenID for VC, puisqu'on va créer une attestation, ça va être bindé à ce wallet-là. Et si le wallet a coché toutes les cases de l'EDAS, encore une fois, théoriquement, ça devrait bien se passer. Et le wallet a la responsabilité de faire l'authentification forte de l'utilisateur. Donc, c'est là où le wallet est un vrai sujet. Sur quel wallet on choisit et quelle confiance on a dans ce wallet-là. Parce que c'est lui, derrière, même si on bind et on accepte ce wallet, c'est lui qui va juste dire go, no go, si on accepte ce moyen d'authentification. Voilà. Merci Gilles Mavas. Une question sur, quand on se compare avec, disons, les Britanniques, les Nord-Américains, voire les Asiatiques, le niveau de maturité de ces gens-là, et un jour, y aura-t-il une interopérabilité des wallets au niveau de l'ONU, rêvons, ou plutôt coche pardon. Honnêtement, je suis incapable de dire comment c'est dans le monde entier. Je pourrais me baser sur mes voyages et dire qu'en Chine, ils s'en fichent totalement de la biométrie et qu'ils la collectent un petit peu partout et qu'ensuite, on se balade dans l'avion, dans l'aéroport avec uniquement notre visage. Ils ne contrôlent notre passeport qu'une fois. Je ne sais pas si c'est une identité numérique, est-ce qu'elle est conservée ou pas. Honnêtement, je n'ai pas d'infos. Aux États-Unis, il y a l'identité numérique qui est adoptée depuis un bon moment déjà sur beaucoup de cas d'usage. Il y a eu une grosse revue réglementaire qui s'est passée entre 2023 et 2024, notamment sur la base de l'AI Act, mais pas que, pour voir qu'est-ce qui serait autorisé, pas autorisé. Ils ont 3 ou 4, comment dire, protocoles qui sont différents de OpenID for VC qui sont adoptés en Europe, ou en tout cas ce qui est poussé. Ils ont des protocoles un peu différents. Est-ce qu'il y a une interopérabilité qui sera faite? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des entreprises qui le proposent, c'est-à-dire qui proposent des espèces de brokers d'identité qui avant étaient sur l'identité européenne et ça avait du sens, mais maintenant, vu que c'est interopérable et qu'en brancher un revient à brancher tout le monde, ils vont aller plutôt sur des cas d'usage d'interopérabilité entre États, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, si on a un wallet européen, ça ne marche pas avec un wallet américain et on ne peut pas collecter une identité. Enfin, quand je dis européen, c'est au sens EIDAS. On ne peut pas aller lire, ce n'est pas du tout les mêmes protocoles pour c'est même pas le même nom d'attribut. Voilà. Alors, si je peux juste rajouter une chose pareille au cours de mes nombreux voyages. Non, j'en ai fait qu'un en fait sur les wallets aux États-Unis. Alors, je suis un tout petit peu nuancé parce que en fait, j'ai une conversation super intéressante avec un fournisseur d'identité aux États-Unis. Et en fait, on se faisait la réflexion que les protocoles commençaient à converger, c'est-à-dire entre l'Europe et les États-Unis, mais que en fait, il y aura, à notre sens, encore une fois, là, ça n'engage que moi, ça ne va jamais complètement converger parce qu'en fait, il y a un lobby terrible des GAFAM sur l'identité numérique. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein, on est d'accord que, en fait, la création de ce wallet européen, ça vient aussi, en fait, contrecarrer, en fait, l'identité numérique des GAFAM. Et on a tous aujourd'hui une identité numérique GAFAM. C'est-à-dire que, vous savez, cette fameuse demande où quand vous vous connectez à un site, on vous dit est-ce que vous voulez vous connecter à travers Facebook, Google. On est plus naïf pour dire que tout est aspiré aujourd'hui, là où avec le wallet, en fait, on va pouvoir choisir les attributs qu'on va pouvoir communiquer à la plateforme sur laquelle on se connecte. Et donc, tout ça fait que la convergence, à mon sens, elle sera extrêmement compliquée parce que des lobbies également nationaux, notamment avec les GAFAM, et de toute façon, on parle des GAFAM, mais avec WeChat en Chine, ça va être exactement la même chose. Donc, à mon sens, si déjà on arrive à faire une identité interopérable sur tout l'espace commun de l'Europe, ce sera déjà une très bonne chose, mais je ne suis pas sûr que ça converge à terme, même si, en vrai, quand on regarde le protocole, on se dit qu'on n'est pas très loin. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Non, on en a une dernière en ligne. Donc, c'est Jean-Christophe Wallet. Sa question, c'est: avec l'arrivée des wallets, comment
Envisagez-vous leur impact sur les systèmes actuels de contrôle documentaire et sur les processus d'onboarding? Et quel est le pourcentage des pièces qui seront onboardées par des wallets dans vos cas d'usage? Et à quelle vitesse anticipez-vous leur adoption par les assurés? Donc, c'est Jean-Christophe Wallet qui a une question sur les wallets. Alors déjà, on va revenir sur ce que disait très justement Sarah, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore un flou sur déjà quelles sont les entités de confiance qui vont pouvoir fournir des attributs dans le wallet et quels sont les attributs que le wallet va pouvoir porter. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, nous, clairement, la vision, en tout cas, qu'on a à travers les différents consortiums auxquels on participe, c'est que à terme, en tout cas, il faut que chacun ait une identité wallet et que l'ensemble des attributs puissent être portés dans un wallet. Donc, entre guillemets, si on se projette dans un monde futuriste dans les 5 prochaines années, il faut que l'onboarding, en fait, ne se passe plus qu'à travers le wallet parce qu'il faut qu'il puisse porter l'identité, les attributs qui sont en fait aujourd'hui portés par des documents qu'on vient uploader dans des parcours d'onboarding. Et donc, l'ensemble de ces attributs d'identité doivent être portés par le wallet. Et donc, une fois qu'on est connecté avec le wallet, on doit pouvoir être en capacité de dire, écoutez, je suis prêt à partager mon identité, je suis prêt à partager ma résidence fiscale. Bref, tout un tas d'informations que l'assurance a besoin pour onboarder cette personne. Donc, c'est très difficile à dire, mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que la vision, c'est qu'à terme, 100% des attributs, en tout cas des documents vérifiés, soient directement portés par le wallet. C'est pour ça qu'on assiste, je pense que je pesais mes mots quand je disais qu'on assiste véritablement à une révolution sur les parcours d'onboarding client. Maintenant, est-ce qu'on est suffisamment mûr pour le porter? Je ne pense pas. Conclusion. On va très bien. Parfait. Je suis d'accord. Merci à tous de vous être déplacés. Vous étiez un peu plus nombreux en ligne, mais merci d'être venus dans nos locaux et merci pour vos présentations. Bonne journée à tous.